Tu as envie de devenir le nouveau Denis Villeneuve ou simplement créer des vidéos pour booster ton business de photographe? Eh bien, tu es au bon endroit car je vais t'expliquer les bases de la vidéo quand on est photographe et comment s'y mettre. Donc tu vas voir, c'est vraiment pas si compliqué et c'est surtout super intéressant en termes de développement de son entreprise ou pour tout simplement booster sa créativité, mais on en parle juste après ça. Et si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image qui veulent se développer ainsi que leur activité. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est en gros, pourquoi en fait faire de la vidéo? Eh bien parce qu'on est en 2024 mon gars ou ma gâte et qu'à l'heure actuelle, le monde a un besoin criant de vidéo. Il suffit de regarder honnêtement les nouvelles techniques de marketing, l'influence et j'en passe, etc. L'arrivée des formats courts est juste gigantesque. Chaque événement, chaque concert, personnalité ou entreprise doit réaliser à l'heure actuelle des vidéos, qu'elles soient au format vertical ou non. Et en tant que photographe, en fait, tu pars déjà avec une base mais ultra solide justement pour réaliser des vidéos qui pourraient vraiment faire décoller ton business et en plus tu as déjà pas mal de matériel en ta possession. Proposer de la vidéo quand on est photographe, c'est vraiment un plus à l'heure actuelle et ça peut déterminer en fait si tu seras pris pour une prestation ou non. Dire que sur ta prestation photo, tu peux ajouter une vidéo courte pour les réseaux sociaux, je peux te dire que c'est vraiment un énorme élément en ta faveur. Du coup, on rentre dans le vif du sujet et on commence par les réglages. Tu vas voir que les réglages en vidéo sont un peu plus simples car il y a des grandes règles à connaître. Déjà, passe ton appareil photo en mode vidéo, ça c'est déjà un petit peu la base. À partir de là, tu vas avoir un premier choix de réglage à faire, choisir la résolution. À l'heure actuelle, le standard c'est un peu la 4K, même si certains appareils peuvent filmer jusqu'en 8K ou en 6K, etc. Bref, personne n'a encore de télévision avec des écrans 8K. Déjà, la 4K, on n'y est déjà pas. Donc bref, la 4K, honnêtement, ça va vraiment te rester le standard si tu veux filmer uniquement pour les réseaux sociaux. La 4K, c'est même pas indispensable. Donc bref, moi je te conseille, allez voir un boîtier au moins 4K. Ensuite, tu vas devoir choisir la cadence d'image. C'est en gros le nombre d'images par seconde que ton appareil va enregistrer. Si tu veux filmer à vitesse réelle, tu vas utiliser le standard du cinéma, à savoir 24 ou 25 images secondes. Ici en Europe, on utilise 25 images secondes. Si tu veux faire du ralenti, tu peux filmer en 50 images secondes ou si tu veux vraiment aller dans du très gros ralenti, tu peux aller jusqu'à où ton boîtier peut aller. Un gros max, c'est quand même 120 images par seconde. Honnêtement, voilà, au plus tu vas enregistrer d'images par seconde, au plus tu vas pouvoir ralentir tes plans logiques. Il faudra aussi choisir le format d'enregistrement vidéo. Pour faire simple, en photo, on connaît le JPEG et le fichier RAW. En vidéo, le RAW n'est pas encore un standard dans les boîtiers hybrides. Du coup, pour avoir une latitude plus élevée dans les couleurs en post-production, tu vas utiliser en fait ce qui s'appelle du log. Chaque marque a son log, donc le S-Log pour Sony, le C-Log pour Canon et ainsi de suite. Tu verras que ce qui est différent de la photo, c'est que ton image en fait devient totalement grisâtre quand tu le choisis. Une fois que c'est fait, on va passer au triangle d'exposition et ça, évidemment, tu le connais. Le premier élément à régler, c'est la vitesse d'obturation. Et là, c'est très facile, elle doit toujours être égale au double de la cadence d'image. Pourquoi? Tout simplement pour avoir en fait ceci, à savoir un flou de mouvement naturel et un flou de bouger naturel. Donc si tu filmes à du 25 images par seconde, ta vitesse sera de 1/50e de seconde. Si tu filmes à du 50 images par seconde, voilà, tu es fin mathématicien, c'est du 1/100e de seconde. C'est honnêtement assez simple. On passe ensuite à l'ouverture. Ici, c'est identique à la photo. Au plus tu ouvres, au plus tu as de la lumière, au plus tu as un flou d'arrière-plan. Franchement, c'est totalement similaire. Par contre, les ISO, là, c'est un petit peu différent. Chaque boîtier a ce qu'on appelle un ISO natif. C'est une valeur à laquelle le boîtier en fait performe le mieux. Par exemple, le R6 première génération, l'ISO natif est à 800. Donc il faut juste en fait se renseigner, c'est très simple à trouver et puis essayer de rester autour de cette valeur en fonction de la luminosité aussi. Il faudra bien évidemment en photo augmenter les ISO, mais ça créera du bruit comme en photo. Il faut, comme en photo, un petit peu en fait connaître son boîtier et voir jusqu'à quelle sensibilité ISO on peut monter.
En termes de focus, c'est un peu plus compliqué là par exemple qu'en photo où on shoot sur des images qui sont fixes. Ici évidemment on a du mouvement. Du coup moi ce que je te conseille d'utiliser c'est l'autofocus de ton boîtier. S'il est récent, franchement ils sont maintenant tous ultra performants. Panasonic était un petit peu à la traîne et ils ont vraiment rattrapé le retard. Après tu peux toujours utiliser le focus manuel. Là, c'est généralement sur l'objectif qu'il va falloir l'activer ou le désactiver si tu changes la mise au point avec les bagues, mais ça demande évidemment beaucoup de pratique et d'expérience pour le maîtriser parfaitement. Au cinéma, ils ont une personne même dédiée qu'on appelle le pointeur qui s'occupe en fait lui uniquement de faire le focus. Donc il y a un mec qui est là présent sur chaque scène et là il fait juste le focus quoi. Voilà. Donc si je résume les réglages pour la vidéo, ça donne ça. Tu peux mettre pause et faire la capture d'écran si tu veux. Et si tu appliques tous ces réglages, tu verras que dans des conditions vraiment très lumineuses, tu vas avoir des petits problèmes. Si tu shootes en 25 images par seconde, 1/50e, ISO 800 et f2.8 par exemple, si tu es en plein soleil, en été, etc., c'est beaucoup trop surexposé. D'ailleurs, je te conseille d'activer justement l'histogramme pour vérifier ton exposition. Et c'est là en fait qu'il va te falloir ce qu'on appelle un filtre ND. Et ça me fait une transition parfaite pour en fait te parler des accessoires indispensables en vidéo. Comme je viens de te le dire, le premier indispensable, ce sont des filtres ND. Simplement, pour faire hyper basique, ce sont des lunettes de soleil pour l'objectif. Tu peux en fait acheter des filtres à intensité variable. Je te conseille d'ailleurs d'acheter des filtres au diamètre le plus grand de ce que tu as comme objectif et puis ensuite d'utiliser des bagues d'adaptation, ça te reviendra nettement moins cher. Un autre accessoire très utile en vidéo, c'est un stabilisateur. Quand on filme à la main, tu risques d'avoir justement des tremblements très désagréables à l'image. Du coup, investir dans un stabilisateur, c'est pas honnêtement une mauvaise idée. Ça te permet aussi de réaliser des plans très stables que personnellement moi j'adore. On pourrait parler de la composition dans une prochaine vidéo, mais on en reparlera. Comme tu filmes en log, l'image est toute grise. Tu peux donc acheter un moniteur externe pour avoir en fait un retour sur lequel tu vas pouvoir charger des LUT. En fait, une LUT, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un preset en vidéo. Ce qui est bien avec certains moniteurs, c'est que tu peux vraiment y brancher des disques durs pour enregistrer directement dessus et gagner en stockage. Car les fichiers vidéo, 4K, etc., ça prend un max de place sur les cartes SD qui se remplissent très vite. Un autre point essentiel en vidéo, et ça c'est selon moi ce qui fait tout son intérêt, c'est le son. Investir dans un micro pour capter du son, c'est primordial et hyper intéressant. Je suis hyper fan du Rode VideoMic NTG, franchement il est abordable et d'une qualité juste incroyable. Lors du montage, si tu veux ajouter de la musique libre de droit ou des effets sonores, il te faudra un abonnement à une plateforme de musique. Personnellement, moi j'utilise Artlist et c'est vraiment top. Voilà, tout est vraiment classé par genre, ambiance, thème de vidéo. Mais évidemment, c'est encore un abonnement supplémentaire. Il y a aussi des sites qui hébergent en fait de la musique libre de droit, mais bon, évidemment, c'est un peu moins quali. Et justement, le montage, parlons-en. Tu as 3 grands programmes pour monter des vidéos avec des options professionnelles en tant que photographe. Honnêtement, on travaille souvent avec Lightroom et Photoshop chez Adobe, mais ils ont aussi leur programme de montage vidéo qui s'appelle Premiere Pro. Les points négatifs, c'est qu'ils plantent souvent et c'est encore un abonnement que je trouve, mais honnêtement, c'est quand même un peu déconné. Dans l'écosystème d'Apple, tu as Final Cut Pro. Ses avantages, c'est que c'est assez simple à utiliser et que l'achat est un paiement unique. Et à l'heure actuelle, ça fait quand même plaisir de pouvoir posséder quelque chose. Franchement, voilà, de ne pas devoir tout louer. Merci. Le point négatif, c'est qu'il est développé un peu plus lentement que les autres programmes et il est un petit peu à la traîne. Et le dernier, c'est celui qui a vraiment le vent en poupe pour le moment, il s'appelle DaVinci Resolve. C'est de loin le meilleur pour l'étalonnage, donc en fait la couleur et la colorimétrie en fait, des vidéos. Après, le montage mériterait vraiment une vidéo dédiée, il faut dérusher, monter, ajouter du son, des effets sonores, réfléchir à son histoire. Bref, c'est vraiment propre à chacun et propre à chaque logiciel. N'oublie juste pas quand tu importes la vidéo de bien sélectionner un montage en 25 images par seconde si tu as filmé avec cette cadence d'image. Donc en fait, et aussi évidemment de choisir la bonne résolution, donc 4K si tu as filmé en 4K. Dans le montage, comme tu as filmé en log, tu passeras par une phase d'étalonnage. C'est ce qu'on peut comparer en fait au développement des photos. C'est assez compliqué de bien maîtriser l'étalonnage. C'est pour ça qu'il existe justement des LUT, donc l'équivalent en fait des presets. Tu peux télécharger des LUT sur des sites
de constructeurs en fonction du format log dans lequel tu as enregistré. Par exemple, Canon propose ses luttes pour passer du log C-Log 3 au Rec 709. Là, tu récupères en fait les couleurs normales, on va dire, et tu peux ensuite ajouter une lutte de style pour donner du cachet. Voilà, au début, c'est vraiment le plus intéressant. Plein de créateurs vendent des packs de lutte, etc. Trouve-t'en un qui te corresponde et puis fonce. Et enfin, on arrive à la livraison. Une fois la vidéo exportée, tu vas avoir un fichier assez lourd. En photo, on va les livrer via des galeries. D'ailleurs, si tu veux une réduction d'un mois sur le meilleur service de galerie que tu peux trouver en ligne, à savoir PicTime, tu peux utiliser le code ToTheMoonAndBack, tout en majuscule, et tu auras un mois gratuit. Le lien est évidemment en description. Donc comme ton fichier est assez volumineux, tu peux vraiment utiliser WeTransfer ou alors uploader la vidéo sur YouTube et la classer en non répertorié. Voilà, pour des mariages, des coffrets avec des clés USB, etc. comme pour la photo, ça fonctionne aussi, mais il faut juste prendre évidemment une clé USB avec une capacité de stockage beaucoup plus élevée. Voici en fait donc en conclusion le montant que ça peut te coûter de passer de la photo à la vidéo. Mais je suis vraiment persuadé honnêtement que ça peut te rapporter gros pour ton entreprise de photographie. Et n'oublie pas non plus que maîtriser la vidéo, c'est aussi pouvoir en créer pour son marketing et de devenir beaucoup plus engageant que beaucoup de photographes qui ne la maîtrisent pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais évidemment en faire d'autres pour aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de la vidéo. Et en attendant, n'hésite pas à aller voir ces deux vidéos qui sont juste ici. On se retrouve tout de suite sur une de ces deux vidéos-là. Salut!